À l'héritage que nous a laissé Edmond Becquerel, nous allons parler des récentes évolutions en matière de photovoltaïque. Qui seront les présidents de cette session? Joachim Luther, qui ne nous quitte pas, et Nathalie Schneider. Merci beaucoup. Okay, who will start? You. Yeah, or ladies Principal, first. Nathanael Schneider, please. les dames d'abord. Thank you very much. Merci beaucoup, dit Nathanaël. Je vais passer en français. Je ne sais pas ce qui est mieux. C'est toujours mieux de parler sa langue maternelle, chère madame. Nous sommes deux co-modérateurs. Je suis Nathanaël Schneider. Je suis chargée de recherche à l'IPVF. Je suis accompagnée de Joachim Luther. Donc, Joachim, je vais te laisser présenter Henry Snaith, le premier intervenant. Merci beaucoup, Nathalie. C'est donc moi qui m'y colle. Henry a eu son doctorat à l'Université de Cambridge. Il a occupé différents postes en qualité de chercheur. Il a passé 2 ans à l'IPFL à Lausanne. Ensuite, il est devenu professeur de physique à l'Université d'Oxford. Le docteur Snaith a joué les pionniers dans le développement de technologies organiques et non organiques, et donc de matériaux hybrides notamment pour différentes applications technologiques. Cellules solaires, notamment cellules à perovskite. Il est cofondateur et directeur scientifique de l'entreprise Oxford, qu'on appelle l'entreprise de la perovskite. Henry, tu as la parole. Merci beaucoup, Joachim. Bonjour tout le monde, en français dans les textes. Non, je rigole. I'm going to give my presentation in English, otherwise it would be disastrous. Je plaisante, je vais m'exprimer dans la langue de Shakespeare, sinon je ne vous dis pas la catastrophe. Merci infiniment de me donner cette occasion de vous présenter mon intervention. Donnez-moi un instant, j'essaie de trouver le bouton pour partager mon écran. Je vais aujourd'hui vous parler de l'avènement des cellules solaires à perovskite. C'est dans le thème de la pertinence historique du photovoltaïque. J'aimerais tout d'abord qu'on parle un petit peu d'une cellule solaire, d'une cellule photovoltaïque, à quoi ça correspond et quelles sont les différentes options. Alors, je parle à un public averti, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais comme vous le savez, une cellule photovoltaïque est composée d'un semi-conducteur. L'écran, le partage d'écran n'est pas effectué, l'interprète ne voit pas les diapositives. Le silicium, c'est la composante principale pour l'instant. Mais lorsqu'on classe les photovoltaïques dans différentes technologies, on prend principalement en compte le principal ingrédient actif, c'est-à-dire vous ne partagez pas votre écran, merci bien vouloir montrer vos diapos, l'interprète ne voit rien. Oui, ce serait utile. Share. All right, let's try this one. Share. Okay, I've just got to, that's it. Right. You can see my PowerPoint now, I Est-ce que think. vous voyez maintenant mes diapos? Oui. Magnifique. Donc, je vais passer en mode plein écran. Est-ce que vous voyez le mode plein écran? Oui, ça fonctionne. And charge extraction layers can be common for many photovoltaic technologies, but the real core ingredient is what Ce qui is est plus important dans une cellule solaire, c'est le produit d'absorption. Le reste est commun à pratiquement toutes les technologies. Alors, sur ce point, comme vous le savez, le sélénium a été l'un des premiers matériaux utilisés. Et cela remonte à 1970, aux années 1880. Ensuite, le cadmium est intervenu. C'est quelque chose qui a été exploré, très étudié à partir des années 30 et maintenant, on le sait,
Le cadmium représente une part importante de la capacité de production mondiale et bien entendu le silicium. Ainsi, c'est un produit que j'aime, que vous aimez, parce que c'est un produit qui existe dans le domaine du photovoltaïque depuis 1950. Bien entendu, ça domine la croissance du marché. Ensuite, l'arsénide de gallium, donc les semi-conducteurs 3,5 et qui ont été démontrés pour la première fois dans les années 70. Donc, le rendement est beaucoup plus élevé que le silicium. Mais bien entendu, ça nécessite une très forte pureté et un très faible taux d'impureté. Et ça coûte très cher. Donc, en termes de rendement, ça se défend. Mais le prix est rédhibitoire. Alors maintenant, les halogénures métalliques, est-ce qu'ils peuvent être utiles? On sait, ils ont des propriétés photoactives que l'on connaît depuis très longtemps. Et donc, les chercheurs se sont penchés sur ce sujet pour voir si oui ou non, ça pouvait avoir une utilité du point de vue optoélectronique, notamment en matière de photovoltaïque. En s'agissant des pérovskites, les halogénures d'argent, ça n'est pas la même chose qu'une pérovskite. Les halogénures ont un effet efficace, éprouvé, mais les pérovskites ont une structure cristalline ABX, donc vous avez 3 ions. Et une grande partie des liaisons sont ioniques, donc en fait ce sont des sels, des cristaux, contrairement au silicium. Et les matériaux qui sont utiles en photovoltaïque. Donc, encore une fois, ce ne sont pas des matériaux qui sont nouveaux, entre guillemets, ils ont été découverts pour la première fois en 1892, mais c'est la première fois qu'on les utilise en matière de photovoltaïque. Donc, Tsutomu Miyasaka et ses collègues de l'université de Toan ont utilisé ces composés à base de pérovskite. Et cela a permis d'aboutir à des cellules photovoltaïques fonctionnelles. Donc, vous voyez, ces semi-conducteurs sont tous basés sur ce groupe, germanium, étain, plomb. Et dans les années 80 ou 90, les chercheurs ont essayé de trouver des semi-conducteurs potentiels. Pour former un cristal stable, il faut une bonne combinaison de ions. Et le césium est un petit peu trop petit. Alors effectivement, ce matériau est un bon absorbant, mais en termes de phase, ça n'est pas stable. Et nous, on aimerait utiliser le francium, et ça marcherait très bien si on avait une charge unique. Mais comme c'est radioactif, ce n'est pas possible. Maintenant, il y a des produits de synthèse. Le méthylammonium, notamment, qui a été étudié pour la première fois en 1978. Encore une fois, ce n'est pas un matériau nouveau. Et ça pourrait être utile en termes de photovoltaïque. Voici donc notre point de départ en 2010, s'agissant des cellules à base de perovskite. Donc, on a collaboré avec Taku Murakami, avec Mike Lee, c'est son étudiant, et on l'a envoyé sur place pour qu'il en apprenne plus sur les perovskites. C'était un projet de collaboration. C'était notre point de départ. Alors, très rapidement, on a commencé à faire joujou avec ces différents composés. Donc, on s'est penché sur le formamidinium, notamment. Ça permet de réduire la bande interdite. Et on peut rassembler ces différents ions pour assurer un réglage fin de la bande interdite et pour assurer la conversion dans différentes configurations. Serait-il possible à l'intervenant de bien vouloir ralentir? Merci d'avance de la part de l'interprète. Petit souci technique. Mon PowerPoint a décidé de ne plus coopérer. Les aléas du direct. Est-ce que vous m'entendez toujours? J'ai peur que l'écran ne bloque.
Croisons les doigts. Donc, on peut utiliser des technologies de type coupe-mince, mais technologie de rupture, on s'est aperçu que cela pouvait constituer une couche d'absorption entre les deux couches d'extraction de charge. Donc, 25%, c'est ce que ça représente, les cellules à jonction unique. Je vais devoir éteindre PowerPoint et le rallumer, dit Henry Snaith. Donc, je vais devoir couper le partage d'écran. Désolé de ce contretemps technique. Mais ça fonctionne très bien. Moi, je vous entends. Vous me voyez? Oui, vous le voyez, c'est super. Mais moi, de mon côté, je n'arrive pas à passer à la diapo suivante, dit l'orateur. Je vais devoir redémarrer l'application. Ah, mais c'est magnifique chez moi, dit Joachim Luther. Désolé de ce contretemps, dit Henry Snaith, qui est en train de fermer son application PowerPoint. Okay, then I will open PowerPoint again. My mouse has returned to. Je vais maintenant réouvrir PowerPoint. Ma souris fonctionne de nouveau, c'est déjà une bonne nouvelle. C'est l'avantage des cellules photovoltaïques, des cellules solaires qui sont plus fiables que PowerPoint. J'espère n'avoir rien perdu, dit Henry Snaith. Croisons les doigts. Voilà, diapo suivante. Merci bien vouloir le partage d'écran, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Here it is. You can see it again. Et voilà. And if I go full screen, are we there? Mode plein écran, vous voyez? C'est parfait. Donc, le rendement est assez bon, bien entendu. Un défi consiste à assurer la stabilité du matériau. En photovoltaïque, vous avez les modules solaires qui ont besoin de durer 20-25 ans. Et les matériaux de départ, notamment si vous l'exposez à la lumière avec une température un petit peu élevée et surtout s'il y a de l'humidité, la décomposition se fait assez rapidement en iodure de plomb. Donc, vous avez ici la composition de la couche d'absorption perovskite. Vous avez ici une stratification avec des lignes de différentes couleurs, ça veut dire différents matériaux qui sont nécessaires pour assurer une bonne efficacité, un bon rendement de la cellule solaire. Donc, vous avez le perovskite, c'est-à-dire la couche d'absorption qui est au milieu. Il faut également s'inquiéter de la réaction et de la réactivité avec les couches de contact, parce que vous avez des halogénures et qui vont poser des problèmes dans les dispositifs électroniques, parce qu'il peut y avoir migration des halogénures dans différents matériaux, et ça peut modifier l'aspect électronique, la nature électronique, ainsi que la composition des matériaux. Donc, il faut des matériaux de contact qui soient insensibles à ces halogénures. Donc, on a beaucoup travaillé sur la composition de la perovskite pour essayer de trouver le bon matériau pour l'interface, pour assurer une bonne extraction des charges, de façon à assurer également une bonne stabilité. Alors, l'un des aspects clés que l'on a découvert dans ce processus est le suivant. On constate une dégradation photochimique dans certains de ces matériaux. Ça va au-delà de l'humidité. C'est accéléré par la chaleur. Et bien entendu, l'iodure d'argent, c'est-à-dire l'halogénure typique, entre guillemets, vous avez tout ce processus de photographie qui se fonde sur la transformation de ces ions en argent solide. Alors, vous avez ici une image au microscope électronique, vous voyez des espèces de trous noirs. Et donc, on essaie de ralentir ce processus de dégradation photochimique. Mais pour ça, il faut vraiment comprendre la chimie et essayer de régler le système de façon à arrêter, interrompre cet effet photographique. Maintenant, si on revient au sujet de l'efficacité, alors nous sommes pratiquement aussi bons avec les cellules unijonctions, mais silicium,
on travaille dessus depuis plusieurs décennies et d'essayer de concurrencer une technologie existante avec une nouvelle technologie est difficile. Donc, il fallait chercher une manière d'extraire plus de puissance au-delà du dispositif à simple jonction. Donc, il fallait regarder les propriétés de la lumière pour pouvoir extraire plus de lumière. Nous savons que les photons bleus ultraviolets transportent beaucoup plus d'énergie que les photons rouges et plus que les photons infrarouges. Et le concept des cellules multijonctions tandem n'est pas une nouvelle idée, mais ils absorbent certaines des énergies plus fortes, des photons énergie plus fortes. Et dans cette cellule, nous avons un voltage très élevé. Donc, la puissance qui est plus élevée et il y a beaucoup moins de pertes par thermalisation. Si nous avons plusieurs jonctions additionnées et nous n'introduisons pas de nouvelles pertes dans ce processus, vous pouvez convertir l'efficacité de conversion. Limite pour une jonction simple, ce serait de 30 à 32 selon le type de matériau. Dans une cellule tandem, cela peut aller jusqu'à 45 et à triple jonction jusqu'à 50 Ce n'est pas nouveau et il y a des records avec 3-5 matériaux. C'est un exemple récemment publié avec une cellule à 6 jonctions utilisant ce genre de matériaux et ce seront les réponses. Cela démontre la faisabilité de ces cellules multijonctions avec une efficacité qui augmente. Est-ce que l'on peut faire ça efficacement avec le perovskite en associant avec d'autres matériaux? Et bien entendu, la matière qui est idéale comme partenaire, silicium. Et si l'on peut les associer, nous pourrons générer beaucoup plus de voltage des photons qui sont absorbés dans la cellule perovskite en haut et nous pourrons laisser les infrarouges, les photons infrarouges passer et générer de l'énergie. Alors, des avantages, vous avez une cellule tandem. La cellule tandem ressemble à une cellule silicium. C'est donc ne change pas l'aspect et cela délivre quelque chose qui génère beaucoup plus d'énergie. Alors, encore une fois, par rapport à la lumière, cette thématique de la lumière, absorber la lumière du soleil fait partie du processus, mais pour le faire, surtout dans un de ces dispositifs multijonctions plus complexes, il faut s'assurer que l'on communique, on laisse passer la lumière dans les bonnes zones et s'assurer qu'on maximise l'absorption dans les différentes couches. C'est un exemple. Vous s'inquiétez, c'est d'une matière, par exemple, un perovskite en haut, et puis une autre matière avec un autre index de réfraction et de voir ajuster une couche anti-réfractaire entre les deux. Et en même temps, tout cela doit être actif électroniquement. C'est du travail qu'on a fait avec Helmholtz Center à Berlin, où nous avons utilisé une intercouche, on peut ajuster la réfraction en changeant avec l'oxyde de silicium et pour le mettre dans la meilleure position pour maximiser l'optimisation et cela nous a permis d'avoir une efficacité assez bonne et une bonne réponse au niveau du spectre. Alors, si on prenait le silicium sans couche par-dessus, on aurait 30 de perte par réflexion. Mais la cellule solaire que vous voyez à gauche, toutes ces couches servent une fonction électronique, mais doivent également maximiser la transmission de la lumière dans toutes les différentes couches et qu'on a exactement la même quantité de lumière en haut absorbée qu'en bas pour maximiser l'efficacité. Depuis lors, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits et l'efficacité record avec les cellules tandem 29,1 et c'est aussi bon que le gallium arsénate. Et ce n'est pas loin des deux cellules jonction des meilleures avec les semi-conducteurs 3,5. Je pense qu'avec le temps, avec
with concerted effort, nous arriverons, avec un effort concerté, nous arriverons à atteindre 29, 30 et 32, 33% d'efficacité avec ce genre d'approche. Et si nous voulons y aller au-delà de 22, 32, 33% d'efficacité, que faire? Ben, je ne vais pas vous dévoiler un nouveau concept. C'est simplement prendre 3 jonctions. Quelqu'un d'autre aura peut-être une autre idée. Mais la prochaine étape, c'est pour atteindre 40% d'efficacité, il faudrait prendre triple jonction. Et voici un exemple de ce genre de dispositif que nous avons fait dans notre laboratoire, un exemple de laboratoire de Christophe Balefs. Ils ont fait 3 jonctions avec ces pyramides de silicium. Alors, la dernière chose dont je voulais vous parler. Alors, comment aller du lab au fab? Dans les laboratoires, on utilise beaucoup de solvants. On ne s'inquiète pas de savoir si les solvants que nous utilisons soient adéquats pour une production industrialisée, mais on veut transformer ça là assez rapidement dans quelque chose qui pourrait être industrialisé. Donc, il y a un certain nombre de sociétés qui travaillent là-dessus, bien entendu. Et j'ai une bonne connaissance de ce qui se fait chez Oxford PV, qui est donc lié à notre université, mais il y a d'autres sociétés qui travaillent là-dessus, qui ciblent des approches différentes, certains matériaux légers et flexibles pour la construction, pour l'automobile, pour les drones, et puis aussi d'autres industriels qui cherchent à développer cela dans d'autres secteurs. Bien entendu, il faut relever les défis et à Oxford PV, nous sommes en train de travailler sur la fabrication en volume, en gros volume. Voici site de production que nous avons démarré et nous allons commencer la première ligne de production pour 100 MW qui devrait être prêt en 2021. Ce sont des cellules perovskites et nous allons faire un lancement commercial vers la fin de l'année prochaine. Et j'aimerais vous remercier et simplement nommer tous mes collaborateurs, vous présenter tous mes collaborateurs qui ont travaillé avec moi dans ces travaux. Merci de votre attention. J'ai terminé. Microphone was switched off. So, Henry, yeah, Bien, Henry. technology. Thank you very much for Merci beaucoup talk, yeah. pour cette excellente présentation et nous attendons la We can see prochaine avec beaucoup d'impatience pour voir sortie sur le marché. Ah, ben, c'est peut-être pas une sortie sur le marché, mais ce sera un début. Mais au moins de démarrer une mise sur le marché. Vous serez bien en chemin. Et encore une fois, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Très intéressant, merci beaucoup. S'il n'y a pas de questions, moi j'en ai une. Si on utilise en tandem perovskite et silicium, quel genre de silicium? Et quel genre de structure de cellules silicium? Et au niveau de hétérojonctions, je sais qu'il y a des débats à ce sujet et j'aimerais savoir quelles sont vos préférences en la matière. Qu'est-ce que vous utiliserez dans votre production? De mon point de vue, en principe, la cellule perovskite peut concurrencer n'importe quelle cellule silicium. Il faut gérer la texture de la cellule silicium. Si vous avez vu dans la photo sur les cellules à triple jonction, les couches perovskites sont très minces et la texture du silicium peut être très épais. Donc, la méthodologie de production doit pouvoir affronter cela. Mais au niveau technologique, nous utilisons chez Oxford PV, nous allons utiliser une cellule hétérojonction et le raisonnement, c'est que c'est les cellules qui sont les plus efficaces à présent. Les premiers tandems perovskites sur silicium vont chercher à atteindre ce niveau
de performance élevée. Alors, pour des plus gros volumes, il serait peut-être plus logique d'utiliser la cellule perf, mais nous avons seulement la moitié de la puissance, ou nous absorbons que la moitié dans la cellule silicium. 2 tiers viennent du perovskite, donc 1% d'efficacité au niveau 5 jonction aurait simplement comme résultat d'un demi-pourcentage. Donc, pour moindre coût, il serait mieux d'utiliser la technologie PERC. Mais il faut le démontrer. Mais notre priorité, c'est de délivrer une technologie qui fonctionne bien, qui va durer le temps voulu et fournir le plus haut taux de rendement et plus haut de rendement au niveau production industrielle. Très bien. Il y a d'autres questions. Je peux les regrouper peut-être. L'une des questions concerne est-ce que c'est quelque chose de fiable, la fiabilité et la toxicité. Alors, la fiabilité, on fait tout ce qu'on peut faire pour s'assurer que cette technologie va durer 25 ans et nous sommes confiants que nous allons pouvoir atteindre cet objectif. Il s'agit de régler les problèmes d'instabilité des matières et des interfaces au sein du dispositif. Alors, pour la toxicité, nous avons fait, avec des collaborateurs, nous avons fait un certain nombre des analyses environnementales sur tout le cycle de vie et l'impact environnemental du plomb est mineur comparé à certaines autres composantes dans la cellule solaire. Par exemple, pour le silicium, la quantité d'énergie veut dire beaucoup d'électricité est utilisée pour produire la cellule et cela génère beaucoup plus de toxicité environnementale que l'utilisation des petites quantités de plomb. Et même chose pour l'indium aussi. Donc, la réalité en matière d'impact environnemental et toxicité est très bas, mais dans la production, il faut gérer cela et protéger, bien entendu, les personnes qui y travaillent. Merci, Henry. Merci beaucoup. Maintenant,